Bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, Marc. Heureux de poursuivre nos émissions, nos chroniques. Oui, une belle collaboration parce qu'au fait, ça nous permet d'aller des fois un peu plus en profondeur, puis d'avoir un autre regard sur les situations, surtout politiques en ce qui nous concerne. En ce moment, on parle beaucoup, j'allais dire, du transport en Gaspésie, mais est-ce que c'est pour un mieux? Je sais que c'est le train en ce moment qui nous concerne un petit peu plus. Il y a quelques jours, on parlait de l'aviation. Je sais que c'est un dossier un petit peu redondant. Malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est pas tout le temps des bonnes nouvelles. Mais si tu devais nous refaire peut-être un reflet pour commencer en ce qui concerne peut-être déjà le chemin de fer, le train, qu'est-ce que tu Oui. dirais toi avec les connaissances que tu as? Hey. D'abord, je pense que le premier événement super important, c'est en juin dernier, la vice-première ministre et ministre des Transports, Madame Geneviève Guilbeault, est venue annoncer une enveloppe financière quand même de grande importance. On parle d'au-delà de 500 millions qui a été ajoutée au budget déjà existant qui dépassait les 220, 240 millions existants. Donc, on parle aujourd'hui d'une enveloppe là, de plus de 800 millions qui a été affectée par les gouvernements dans les dernières années, puis essentiellement par le gouvernement de la CAQ là, en majeure partie, pour la réfection de la totalité du rail entre Matapédia et Gaspé. On sait qu'on a trois tronçons. On divise le dossier en trois tronçons, Matapédia-Caplan, Caplan-Port-Daniel et Port-Daniel-Gaspé. Les travaux sont pratiquement complétés jusqu'à Port-Daniel. On se donne comme échéancier du côté du gouvernement 2024. Les travaux vont très bien. Il y a eu l'implication importante de la Société de chemin de fer de la Gaspésie qui en fait une partie et qui joue un peu le rôle de chien de garde dans le dossier avec, son président, le maire de New Richmond et préfet de la MRC, Bonaventure, M. Éric Dubé, avec son équipe. Donc, une annonce de tout près de 800 millions en juin dernier. Et là, on a un échéancier 2024, je disais tantôt, pour Port-Daniel. On dit même que ça pourrait être avancé. On est très optimiste, ça pourrait même être avant l'échéancier de 2024, c'est-à-dire la fin de l'année 2024. Et pour Gaspé, pour le tronçon Port-Daniel-Gaspé, un échéancier extrêmement optimiste de la part du gouvernement qui a surpris tout le monde de façon positive. On parle de 2026. Donc, très rapide. Souvenons-nous, il y a quelques années, on parlait de 2030 pour réhabiliter le chemin de fer jusqu'à Gaspé, alors que là, on en est à 2026. Puis, c'est quand même particulier, le gouvernement du Québec va être en élection à l'automne, normalement, avec nos élections à date fixe, dorénavant au Québec. Le gouvernement devrait être en élection à l'automne 2026 et il s'est lui-même fixé un échéancier. Donc, je présume qu'il est assez certain, assez optimiste, parce que sinon, il n'était pas obligé de se mettre cette pression-là. Il nous aurait annoncé 2027, 2028, puis comparativement en 2030, qui était l'échéancier antérieur, ça aurait été une bonne nouvelle. Donc, je suis conscient que le gouvernement, en tout cas, j'espère que le gouvernement est conscient, c'est-à-dire de l'avancée en termes de calendrier, puis que ça émet une pression, mais il faut croire que les fonctionnaires les ont rassurés à ce niveau-là. Donc, c'est ça qu'il en est pour le dossier du chemin de fer. La semaine passée, le premier ministre est venu en Gaspésie. On va parler un petit peu dans notre chronique là, de ses annonces. Il a annoncé, entre autres, là, qu'il y aurait des appels d'offres qui seraient lancés pour la réalisation des travaux. Bon, moi, personnellement, je pense que l'annonce importante, c'est la vice-première ministre, Mme Guilbeault, qui l'a fait en juin, avec l'enveloppe supplémentaire de 500 millions de dollars. Que le premier ministre vienne en Gaspésie puis annonce qu'il y a des appels d'offres qui vont être lancés. Je pense pas que c'est du ressort du premier ministre d'annoncer des appels d'offres. Généralement, c'est les fonctionnaires qui font ça. Donc, c'est ce qui a été annoncé. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas de développement majeur dans le dossier du chemin de fer, mais que tout semble bien aller, puis qu'il n'y a pas de développement majeur ou spéciaux depuis l'annonce de la vice-première ministre. Parce que j'ai fait une entrevue il y a 2 jours à peine justement avec une personne de la coalition du retour du chemin de fer justement de Via Rail, du train de passagers en Gaspésie. Oui, Et eux, ils ont été voir justement, ils ont été rencontrer le directeur de Via Rail. Puis ils lui ont fait la demande en déposant un mémoire si on pouvait faire revenir le train quand ce sera terminé à Port-Daniel et pas attendre que ce soit terminé jusqu'à la date de Gaspé parce que des fois ils projettent ça 2026, mais ça peut être même des fois un peu plus loin. oui. Et toi, qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette demande-là? D'abord, bravo à la coalition pour le retour du train qui travaille depuis des années sur le dossier du retour du train en Gaspésie, train passager, on s'entend. Ces gens-là travaillent aussi de concertation avec Solidarité Gaspésie, avec le comité de développement de la Gaspésie, avec également la Société de chemin de fer de la Gaspésie. Donc, il y a une belle collaboration d'un paquet d'acteurs, mais il faut reconnaître le travail là,
de ce comité-là qui, depuis de nombreuses années, travaille ardemment dans le dossier. Donc, effectivement, tout ce beau monde-là ont rencontré le président de Via Rail. Et on sait que dans la loi fédérale, Via Rail a l'obligation de desservir les régions en termes de services de train passager où il y a un rail fonctionnel, c'est-à-dire sécuritaire, en bon état. En Gaspésie, le rail n'était plus fonctionnel, il n'était plus sécuritaire, donc Via Rail a cessé son service depuis des années. Avec la mise à niveau du chemin de fer, on peut espérer que Via Rail reviendrait nous servir, nous desservir. Maintenant, tu as raison, le comité demandait à Via Rail de ne pas attendre 2026, mais de débuter en 2024 jusqu'à New Carlisle. Parce que normalement, le tronçon jusqu'à New Carlisle serait sécuritaire et accessible à partir de 2024. Donc, on pourrait donner accès aux services ferroviaires, aux Gaspésiens et Gaspésiennes, puis aux touristes, puis à tout l'ensemble de la clientèle, 2 ans plus tôt, si Via Rail acceptait. La position de Via Rail a toujours été très ferme. Ils vont revenir possiblement en Gaspésie, puis le mot possiblement est important, je tiens à insister, mais uniquement quand l'ensemble du rail sera complété. Il n'y a pas de raison, là. Il n'y a pas de raison à cette position-là qui est très catégorique depuis des années. On peut penser que Via Rail veut gagner du temps. Maintenant, lors de la rencontre, le président a annoncé, oui, qu'il était ouvert à revenir en Gaspésie quand le rail sera complété jusqu'à Gaspé, donc 2026. Mais, il y avait un gros mais, c'est que toutefois, il y a un problème de disponibilité de wagons, de locomotives et une rareté, une pénurie de personnel. Donc oui, sa réponse est oui, je suis intéressé, je suis disposé, mais avec des conditions, quand même, des restrictions assez importantes. Donc, le dossier est loin d'être gagné. Et il va peut-être falloir qu'en Gaspésie, qu'on trouve d'autres alternatives ou qu'on commence à mettre la pression immédiatement sur le fédéral. Parce que Via Rail est une société d'État fédérale et relève du gouvernement fédéral. Donc, il va falloir qu'il y a des pressions qui soient mises sur Via et aussi sur le gouvernement du Canada pour s'assurer que Via Rail reçoive bien la commande à l'effet que la Gaspésie a été pénalisée depuis assez longtemps et doit avoir accès à nouveau le plus tôt possible à un service de transport des passagers. Puis pour terminer sur le dossier là du transport, il y a eu il y a quelques jours justement une cessation en fait pour l'aviation au niveau des billets réduits au coût des $500. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu voyais, j'imagine, tu sentais venir? Est-ce qu'on est allé dans une direction, on n'aurait pas dû ou comment tu vois cette situation là? Il faut dire que le fameux programme là, des billets à $500 qui a été mis en place par le ministère des Transports du gouvernement du Québec, 2020 à peu près, dans le temps de la COVID, c'était un programme qui était boiteux dès le départ. Hein. On l'a vu. J'ai eu l'occasion de le commenter à de nombreuses reprises dans les dernières années. J'ai même produit un rapport que j'ai transmis au gouvernement du Québec sur la question du service aérien en région. Et je te dirais que moi, je pensais que le gouvernement allait comprendre raison et reconnaître que son programme était mal ficelé, que son programme ne répondait pas à la demande des régions. Et preuve à l'appui, dans mon rapport que j'ai préparé il y a un peu plus d'1 an, on arrivait à des statistiques qui démontraient que l'aéroport de Gaspé et Bonaventure, les 2 aéroports de Gaspé et Bonaventure, avaient une moyenne de 50% de taux de cancellation de vol ou de non-disponibilité de sièges dans les avions. Donc, quand tu as un service qui répond juste à 50% des besoins de la clientèle, il n'y a pas une entreprise privée qui pourrait survivre à ça. Hein? Donc, le service aérien, c'est la même chose, ça fait pas exception. Donc, le problème, c'est que les transporteurs qui ont été choisis par le gouvernement pour appliquer ce programme-là n'avaient pas d'avions à la hauteur des attentes de la clientèle. On est passé dans les dernières années des avions de 50 passagers à des avions d'une vingtaine de passagers, 34 quand on est chanceux. Puis même, on a vu des avions de 12 passagers là, nous desservir. Donc, le nombre de sièges était insuffisant. En plus de ça, il y a aussi la pénurie de personnel au niveau des pilotes qui s'est fait sentir. Donc, on a vu des chiffres là très inquiétants que je mentionnais tantôt, des taux de cancellation de vol ou de non-disponibilité qui frisaient les 50% à Bonaventure et à Gaspé. Donc, inévitablement, même si le coût du billet était diminué à $500 dans certaines conditions, parce qu'il y avait un certain nombre de billets limites par vol qui étaient admissibles au rabais à $500. Donc, même si on avait cette réduction de prix-là, on n'avait pas plus accès à un service de transport aérien parce que l'avion n'était pas au rendez-vous. Le service n'était pas au rendez-vous. Donc, le programme n'a pas livré la marchandise.
Moi, je croyais que le gouvernement aurait peut-être bonifié son programme, écouté des acteurs du milieu. Il y a d'autres alternatives. On peut penser à la coopérative TREP, qui est un très beau projet qui aurait mérité d'être analysé à son juste mérite et qui, selon toutes je dirais, les rumeurs dans les corridors du Parlement, n'a pas été analysé et a été tassé du revers de la main là, par le bureau du ministre de l'Économie et de l'Innovation et le bureau du premier ministre. Ça, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Il y a aussi une expérience ou un projet comme à Montjoly, où on voulait mettre en place une forme d'entente intermunicipale, de régie intermunicipale composée d'MRC qui aurait pu s'impliquer dans le transport aérien. Ça aussi, ça n'a pas été considéré à son juste mérite. Donc, le gouvernement a voulu composer avec les acteurs en place, des compagnies aériennes qui sont là depuis des dizaines d'années, puis qui n'ont jamais réussi à offrir un service adéquat, à un prix abordable, avec des avions compétitifs, avec un service, dans le fond, qui répondait à l'ensemble de la clientèle. Donc, s'ils ont eu des dizaines d'années pour offrir un service puis n'ont pas réussi à le faire, il me semble qu'on devrait penser à travailler avec d'autres joueurs. Hein? Il y a des joueurs, là, souvenons-nous qu'un rapport qui a été mis en place par l'INRS il y a 2 ans démontrait que le Québec était la dernière province, en dernière position en termes de qualité et d'accessibilité aux services aériens. On devrait aller voir ce qui se passe ailleurs, puis implanter peut-être ces solutions-là. Malgré tout, Québec semble être décidé, déterminé à vouloir composer toujours avec les mêmes acteurs, les mêmes compagnies aériennes qui, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, n'ont pas réussi à offrir un service adéquat. Donc, plutôt que revoir, améliorer son programme, malheureusement, le gouvernement du Québec a choisi de couper ce programme-là, de l'abandonner. Donc, présentement, depuis une dizaine de jours, là, depuis l'annonce du gouvernement, ben, théoriquement, la région se retrouve sans aucun programme d'aide financier pour le transport aérien. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Ben, on peut imaginer que les coûts des billets d'avion vont revenir à des prix exorbitants comme c'était dans le passé, c'est-à-dire 1200, 1500, 1800 dollars. J'ai vu un billet au-delà de 2000 dollars il y a quelques années. Donc, on va revenir à une situation où il va y avoir une problématique majeure, c'est que on ne pourra plus prendre l'avion en Gaspésie parce que le coût du billet va être trop élevé. Donc, on n'a plus accès finalement à un service qui est pourtant essentiel en 2023 en Gaspésie comme partout ailleurs au Québec. Peut-être pour parler survoler rapidement le dossier suivant concernant la visite, on en a parlé un petit peu là du Premier ministre. Je ne sais pas s'il est venu annoncer que du vent, mais tu disais tout à l'heure que justement il y avait des élections qui se profilent à l'horizon quand même. Comment toi tu vois cette visite-là? Bon, c'est sûr qu'il est venu à parler justement parce qu'on connaît qu'il y a des problématiques dans le secteur de la pêche, pour dire que le gouvernement va porter son soutien. Est-ce qu'il y a du concret dans tout ce qu'il a annoncé selon toi? Mais ce qui est sorti dans les nouvelles, les grands et dans les communiqués de presse, bon, il y a un programme gouvernemental pour l'habitation qui semble être assez bien accueilli, mais c'est pour l'ensemble du Québec, c'est pas spécifique à la Gaspésie, mais on devrait, j'espère, y avoir accès. Ça, c'est une bonne nouvelle. Du côté, il y a une sortie aussi qui a été faite par le premier ministre, qui était peut-être pas prévue dans son agenda, mais les journalistes l'ont interrogé sur la réforme de la carte électorale. À ce niveau-là, ça a fait beaucoup de chemin dans les médias. C'est devenu un élément majeur de sa tournée. Dans le fond, le premier ministre nous a fait part de sa position concernant la recommandation du directeur général des élections à l'effet de unir les deux comtés de Bonaventure et de Gaspé. Donc, de ne plus avoir 2 députés, mais un seul député pour les 2 circonscriptions. C'est ça la recommandation du directeur général des élections. Et il nous a dit que lui n'était pas favorable à ça, qu'il souhaitait que les 2 circonscriptions demeurent. Bon. Le problème, c'est que c'est une belle réponse qui est intéressante à première vue, qui peut être payante au plan politique, mais quand on regarde la mécanique, c'est que le premier ministre, sa position, elle vaut pas plus que celle de Marc Brock ou de Gaétan Lelièvre, dans le sens que le directeur général des élections, c'est un officier nommé par l'Assemblée nationale qui a un pouvoir absolu d'appliquer la loi selon des critères qui sont prévus à la loi. Bon. Et lui, dans son analyse, puis dans sa tournée de consultation qu'il a fait quand il est venu en Gaspésie, ben, il arrive à la conclusion qu'en fonction entre autres, du fameux critère de la représentation effective, qui dit que on devrait avoir plus ou moins 51 000 électeurs par comté, par circonscription, ben, compte tenu qu'on a moins d'électeurs et d'électrices dans les comtés de Bonaventure et Gaspé, il recommande de fusionner les deux. Pour atteindre là, cet objectif-là, un objectif qui est bête et méchant, qui est mathématique, un chiffre, là, ça dit rien un chiffre. C'est pas intelligent un chiffre. Hein?
on devrait euh, on devrait ajouter d'autres critères à la loi et les rendre plus importants dans l'évaluation globale du DGE. Là, ce qu'on sent, c'est que le DGE base beaucoup ses décisions sur le fameux critère de 51 000 électeurs et les autres critères qui sont le sentiment d'appartenance, les affinités économiques, l'étendue géographique du comté semblent être des critères de second, de deuxième et de troisième ordre. Donc, il va peut-être falloir qu'on revoie la loi pour justement obliger le directeur général des élections à faire une analyse plus en profondeur, plus pointue, plus équitable pour les régions que prendre en compte quasi strictement la fameuse donnée de 51 000 électeurs. Hein. Donc ça, si le premier ministre est vraiment convaincu du bien fondé de maintenir les deux circonscriptions autonomes, ben moi, la seule alternative que je vois certaine pour régler le dossier, c'est de modifier la loi en ajoutant justement des critères prépondérants sur d'autres éléments que le fameux chiffre bête et méchant de 51 000 électeurs par comté. Et ça, le premier ministre a le pouvoir de le faire très rapidement. Parce que d'abord, il y a 89 députés. Il y a une grande majorité des députés à l'Assemblée nationale. Donc, si le gouvernement du Québec, par l'entremise de la CAQ, en l'occurrence, présentait un projet de loi, je pense qu'il y a des fortes chances que le projet de loi soit adopté, parce qu'il y a une grande majorité des députés qui sont du côté de la CAQ, 89 sur 125. Et en plus, on peut même penser que cette loi-là serait adoptée de façon unanime. Pourquoi, Marc? Ben, c'est parce qu'il y a quelques semaines, il y a une formation politique, je pense que c'est le Parti québécois, mais je dis ça sous toute réserve, je pense que c'est le Parti québécois, Joël Arsenault, si je me souviens bien, qui a proposé justement que l'Assemblée nationale, l'ensemble des députés statuent à l'effet qu'on devrait maintenir les comtés de Bonaventure et Gaspé de façon autonome. Et si je me souviens bien, ça a été une décision unanime en faveur de cette recommandation-là. Donc, un vote unanime de toutes les formations politiques qui sont en faveur de maintenir les deux circonscriptions, ben, ça laisse présager que si le gouvernement, avec sa forte majorité, déposait un projet de loi pour soit modifier les paramètres de la loi, l'améliorer pour la rendre plus équitable, pour tenir compte davantage des particularités des régions, ou encore, pourquoi pas, donner un statut particulier au comté de Bonaventure et au comté de Gaspé, comme les îles de la Madeleine, qui est protégé dans la loi, qui a un droit acquis, qui est protégé, qui ne peut pas être revisé. Puis il y a d'autres régions aussi là, qui probablement vont avoir besoin de ce coup de pouce-là. En Abitibi, sur la Côte-Nord, ce sont des régions comme nous qui ont un grand territoire avec peu de population. Donc, la même problématique va se faire sentir à la prochaine revision de la carte dans 7 ans ailleurs aussi. Donc, si on réglait le problème aujourd'hui, ça réglerait ça serait une solution pour Bonaventure et Gaspé et on ferait de la prévention pour d'autres régions qui vont vivre le même sort dans les prochaines années, c'est clair. Donc, la balle, à mon avis, est dans le camp du gouvernement, du premier ministre, qui s'est prononcé en faveur du maintien des deux circonscriptions, mais sans dire comment ou est-ce qu'il allait intervenir. Tu sais, c'est beau de dire je suis en faveur d'eux, mais est-ce que les bottines vont suivre les babines, autrement dit? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de concret? De fait, c'est extrêmement important parce que perdre un député au-delà du poste, au-delà de la personne, bon, puis c'est toute la question de l'accès de la population à l'égard de son député qui est remise en cause. Présentement, le comté de Gaspé a à peu près 300 km linéaires. On aurait un nouveau comté, Bonaventure et Gaspé, de plus de 500 km linéaires. Imagines-tu le temps, le coût pour les électeurs électrices de se rendre au bureau, rencontrer le député sur 500 km, c'est inimaginable. C'est comme si on recommandait d'avoir un seul comté de Ottawa à Québec. Est-ce qu'on oserait recommander ça? Non, hein? Mais on le fait pour des régions comme la Gaspésie. Donc, le critère de la représentation effective est très important selon le DGE. Ben, moi, le message que j'adresserai au DGE, puis c'est ce que je lui ai dit en commission parlementaire, en commission de consultation quand il est venu en région, écoutez, c'est extrêmement important de tenir compte de la réalité des régions, ne pas s'arrêter à un chiffre bête et méchant de 51 000, puis d'aller plus loin dans son analyse et de moderniser la loi qui est complètement désuète. Mais ça, la modernisation de la loi, ça relève de l'Assemblée nationale et non pas du fonctionnaire qui est le DGE. Peut-être pour terminer, je profite de t'avoir en ondes ici. Ce serait peut-être, si tu pouvais me faire une petite analyse, tu m'as envoyé là le dernier sondage en cours. Comment toi tu l'analyserais justement ce sondage-là?
Ouais, c'est le sondage qui est sorti hier, je présume que tu fais Oui. allusion. Oui. Bon, écoute, on sait que depuis quelques semaines, là, puis même, on peut dire quelques mois, il y a une tendance à la baisse au niveau des appuis au gouvernement de la CAQ. Cette tendance-là se maintient. Hier, il y a un nouveau sondage qui est sorti qui, cette fois-ci, donnait une grande avance au Parti québécois. Puis la CAQ tombait en deuxième position. C'est sûr que c'est extrêmement important quand même comme revirement parce que c'est la première fois que la CAQ là, se retrouve dans cette position-là depuis son élection, lors de son premier mandat en 2018. La CAQ a gagné tous les partiels, les élections intérimaires qui ont eu lieu. La CAQ, jusqu'à, on peut dire, 6, 8 mois passés, avait un fort appui de la population, même un appui exceptionnel. C'est rare qu'un gouvernement, après 4 ans, avait encore un appui d'au-delà de 50% de la population. On a même vu des périodes où ça dépassait le 60% en faveur de la CAQ, mais aussi en faveur du premier ministre, M. Legault, qui était extrêmement populaire. Là, on voit que la tendance est en train de changer. Euh, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça, à mon avis. D'abord, il y a l'usure du temps, l'usure du pouvoir. Avec le temps, le gouvernement prend des décisions, fait des mécontents, puis ça finit par s'accumuler, puis quelque part, ben, on vit les conséquences de ça. Ça, je pense qu'aucun gouvernement n'est à l'abri de ça, ce phénomène-là, l'usure du temps. Mais ensuite de ça, il y a toute la question du troisième lien. Tout le monde connaît le dossier. Un troisième lien, plus de troisième lien, un nouveau troisième lien, plus de troisième lien, le revirement après Jean Talon, la défaite dans Jean Talon. Je pense que les gens n'ont pas apprécié ce revirement-là, ce jeu de yo-yo-là dans le dossier du troisième lien. Il y a aussi toute la question de la négociation des conditions de travail de la fonction publique. Il y a au-delà de 400 000 travailleurs et travailleuses dans la fonction publique qui, présentement, sont en moyenne grève. C'est sûr que c'est en moyenne pression. C'est-à-dire, ces gens-là, si je leur demande s'ils sont satisfaits du gouvernement, je pense que la réponse risque d'être non. Donc, ça aussi, ces gens-là ont été consultés dans un sondage. Ça a sûrement influencé. Différents dossiers. Bon, un dossier qui peut paraître peut-être banal, mais le 5 à 7 millions de subventions pour les Kings de Los Angeles pour venir jouer 2 parties de hockey hors concours au Colisée, ça passe pas. T'sais, en même temps, il y a des organismes là dans le domaine social, communautaire, qui ont besoin de ces millions-là, puis là, on donne ça à des millionnaires. T'sais. C'est l'augmentation du salaire des députés aussi. Ça n'a pas été. Moi, je pense qu'il y avait matière à reviser le salaire des députés. Je n'étais pas objectif en disant ça, je l'ai été, mais je crois qu'effectivement, ça faisait plusieurs années que la question se posait. Est-ce que c'était le bon temps pour le faire? La réponse, inévitablement, c'est non. Quand on est en négociation avec la fonction publique, quand on a des dossiers chauds, quand les gens ont de la misère à payer leur épicerie parce qu'il y a des augmentations de 20-30% de l'épicerie depuis 12-18 mois, ben, je pense qu'il faut que tout le monde se serre la ceinture, puis les députés auraient pu attendre aussi. Donc, l'accumulation de mauvaises décisions fait en sorte que finalement, ça finit par les rattraper. Puis on verra. Mais tu sais, il reste 3 ans encore, Marc, avant les élections. Oui. C'est un signal qui est extrêmement positif puis intéressant pour le Parti québécois puis son nouveau chef, Paul Saint-Pierre Plamondon. Présentement, c'est un moment extrêmement glorifiant pour le parti et pour PSPP, mais il faut quand même prendre en compte qu'on a encore 3 ans avant les prochaines élections. Puis 1 mois en politique, c'est des années dans notre domaine. Imagine 3 ans. Donc, tout peut arriver. Tout peut arriver, mais on a un reflet quand même de ce que la société ressent vis-à-vis en termes d'aujourd'hui, voilà. Ben, je te remercie beaucoup, déjà pour tous ces reflets et puis ces ajustements d'informations, Gaëtan. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tout le monde. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.